Deuxième édition de Métro News sur Télémétropole. Merci de nous suivre. Bonsoir à toutes et à tous. Voici les principaux titres à la une de ce soir. Le Conseil présidentiel de transition et le Premier ministre Gary Conille sont parvenus à un accord sur la répartition des postes ministériels. Ces derniers passeront de 18 à 13. Des flous persistent sur la manière de diriger la période transitoire, alors que certains juristes et politologues affirment que l'accord du 3 avril, publié dans le Moniteur, devrait être scrupuleusement respecté. D'autres s'attachent à l'application stricte de la Constitution. Ces points seront évoqués dans ce journal. Également au titre, en météo, les risques sont grands pour qu'Haïti soit frappé par un violent cyclone cette année. Selon le météorologue Rudy Victor, au moins 6 cyclones majeurs sont prévus, notamment pour la Caraïbe. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. On démarre ce journal en politique. Le Conseil présidentiel de transition et le Premier ministre Gary Conille sont parvenus à un accord sur la répartition de 13 postes ministériels. Cet accord survient après une série de discussions marquées par des divergences d'opinion sur la formation du cabinet. Selon des sources proches de l'exécutif, le Premier ministre Conille avait initialement proposé de fusionner plusieurs ministères afin de réduire leur nombre, une initiative qui n'a pas fait consensus parmi les membres du CPT. Ce désaccord a été au centre de discussions intenses ce mardi. Parallèlement, un proche du Premier ministre a déclaré que ce dernier envisageait de faire des suggestions concernant les profils des ministres. Nous avons ce soir comme invité M. Philippe Vixamor. Il est économiste, avocat et professeur. Avec lui, nous allons commenter l'actualité politique. Monsieur Vixamor, bonsoir. Bienvenue à Métro News. Bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices, spectateurs et spectatrices de Métropole Métro News. Alors, nous avions appris que le Premier ministre Gary Conille a demandé une réduction du nombre des ministères. Donc, au lieu de 18, on va passer à 13 aujourd'hui. Est-ce que, selon vous, c'est une très bonne démarche? Quelle est votre lecture par rapport à cette démarche? Bon, là, je dois vous dire que je suis un citoyen engagé, un citoyen qui opine sur les questions nationales. Et le Premier ministre n'a pas de plan de réduction. Nous disons qu'il serait bon de ne pas avoir 18, d'avoir plutôt 13, 14. Ainsi, on pourra réduire la pression sur le budget national. Donc, selon vous, c'est une démarche visant à réduire les dépenses de l'État. Est-ce qu'il y a d'autres mesures aussi que le Premier ministre pourrait envisager afin de réduire justement les dépenses étatiques? Bon, maintenant, on est à 6 mois de l'année fiscale 2023-2024 qui prend fin le 30 septembre 2024. Donc, on va avoir probablement un budget intérimaire et ce budget doit financer les dépenses courantes de l'État jusqu'au 30 septembre. Et le Premier ministre, c'est un monsieur, il a donné l'exemple déjà quand il était Premier ministre, c'est un monsieur transparent et nous pensons que dans son gouvernement, il y aura le respect des accords signés avec le Fonds monétaire international en matière de financement budgétaire et deuxièmement, il va publier chaque mois les recettes et les dépenses de l'État. Merci infiniment, M. Vixamor. Toujours un plaisir, madame. Voilà, c'est avec nous Philippe Vixamor, économiste, avocat. Il était notre invité également pour commenter l'actualité politique. Toujours dans le chapitre politique, la situation exceptionnelle que traverse le pays soulève des questions importantes sur la primauté des textes législatifs. Entre l'accord du 3 avril et la Constitution, lequel des deux prévaut en ce moment? Cette situation entraîne des spéculations sur une éventuelle mise en veilleuse de la Constitution de 1987, suscitant de nombreuses interrogations et inquiétudes parmi les citoyens pour éclaircir ces enjeux complexes et comprendre les implications juridiques et politiques de cette situation. Nous recevons le professeur Guichard Doré. Monsieur Guichard Doré, bonsoir, bienvenue sous Métropole.
Bonsoir, Madame Batelmi. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Métropole. On a rappelé que c'est ancien conseiller président Jovenel Moïse. Et nous connaissons tout depuis quelques temps déjà. C'est le conseil présidentiel de transition qui, aujourd'hui, avec nomination M. Gary Coney comme Premier ministre, a dirigé en période de transition dans le pays. Cependant, il y a un flou qui a persisté. Il y a des gens qui ont dit période ça, il est supposé diriger par l'accord du 3 avril. Il y a des gens qui pensaient que c'est constitution. Qui ça qui t'a doué base période transitoire ça pour même M. Doré? Bon, bah c'est accord là qui base dit. Donc, puisque non pas dans schéma constitutionnel là, comme vous le prévoit, parce que la Constitution pas prévoit pour un conseil, Constitution non plus, pas prévoit tout pour un conseil à 9 membres, ou bien gens faut un parlement, etc. Donc pour moi, quand on a une absence de vide juridique, quand on a une absence de vide juridique, donc juridique, c'est l'accord entre les parties, c'est lui-même qui constitue base et qui a bonne légitimité à tout pouvoir, qui est capable de dans la période ça. Alors, après nomination M. Gary Coney comme Premier ministre d'un pays, il y a une bonne question qui est à soulever, notamment, est-ce que le Conseil présidentiel est capable de révoquer le Premier ministre là? Il y a des gens qui pensent qu'il n'est pas capable d'éclairer nous sous situation, M. Doré. Bon, la tradition haïtienne, depuis l'année institué post-premier ministre, voudrait que ce premier ministre qui a supposé présenter démission au président, par exemple, aucun côté dans la Constitution, nous avons là qui baille président ou bien le conseil pouvoir pour l'État révoquer le premier ministre. Pour moi-même, moi, je crois que, et puis tout, c'est non période transitoire, non et tout. Donc, monsieur, bon agenda, je pense qui est très clair, c'est faire élection en nouvelle constitution et sécurité, et puis tout redressement économique, les 5 piliers qui étaient définis dans l'accord de Guillaume, pour ça a changé le gouvernement dans une période aussi courte, puisque longueur, la durée de vie d'un gouvernement en Haïti, les présidents normal, c'est 18 mois long. C'est exceptionnellement qu'on a au-delà de ça. Mais pour qui ça peut bouger changer, puisque c'est un agenda, nous croyons que c'est important, nous avons besoin minimum de stabilité ministérielle pour nous aller de l'avant, pour nous faire élection, mettre sécurité et puis organiser un référendum à travers un comité d'experts qui va le mettre en pied sous place rapidement, de sorte que pour nous gagner un nouvel projet constitutionnel. Alors, pour nous capables de finir avec l'interview, ça, M. Guichard Doré, où t'es l'ancien gouvernement Jovenel Moïse, là, notamment en tant que conseiller présidentiel, où suivent de très près la politique en Haïti. Et après nomination Dr Gary Coney, selon les informations, l'État voulait réduire le nombre de ministériaux, c'est-à-dire de 18 à 13 ministères. Qui compréhension par rapport avec une telle démarche, M. Doré? Moi, personnellement, ma continuation sur moi, il y a une vingtaine d'années déjà, me demandé pour réduire le nombre de ministères par la réorganisation de l'architecture ministérielle. C'est-à-dire que nous avons gagné à l'époque, pas même tout ça là, de 17 combats comme ça. Donc, moi, je crois que c'est important parce que le pays n'a pas obligé de gagner tout ministère ça, et puis généralement, nous n'avons pas de ressources pour nous faire fonctionner. Au cas où un ministère, un cabinet ministériel réduit, donc, il faut profiter de tout pour refaire l'architecture ministérielle. Là, ça prend des travaux techniques très importants. Il y a besoin de décrets d'attribution parce que vous gagnez des organismes qui étaient sous tel ministère, puisqu'il y a besoin de répartition, etc., pour les fonctionnaires. Ça m'a donné un travail technique qui vous fait. Et après ça, pour nous avoir une vision globale sur le pays, moi, je crois que l'architecture ministérielle, c'est une expression politique même des côtés où nous voulons aller. Donc, pour moi, je crois que ce n'est pas mauvais le fait qu'il a réduire le nombre de ministères et puis pour avoir un gouvernement de mission. Parce que vous avez besoin d'un gouvernement de mission pour aller de l'avant. Vous avez besoin de 50 ministres ou bien 18, parce que ce n'est pas nécessaire. Même un président normal, moi-même personnellement, je suis Jovenel Moïse, m'a demandé pour réduire les ministères, pour venir avec des problèmes constitutionnels, etc. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans la Constitution. Moi, je crois qu'un cabinet ministériel autour de 12 ministères, pas plus. Moi, je crois que ça peut faire l'affaire, de sorte que pour aller de l'avant, sauf que, comme je dit tout à l'heure, on a besoin de décrets d'attribution pour de sorte que pour ne pas affecter non seulement des personnels administratifs ou bien des fonctionnaires qui sont dans certains organismes également, et d'autres organismes qui étaient dans tel ministère qui parlent encore comment vous fusionner. Ça m'a donné un travail technique et probablement pour le ministère, si vous avez un avec qui vous fait travailler ça.
Est-ce que vous pensez que ça pourrait créer un bras de fer entre Conseil présidentiel transition avec Premier ministre? Parce que selon les informations, Conseil présidentiel n'est pas trop favorable à une réduction de ministériaux. Non, ça c'est, écoutez, on est dans un agenda de la réforme de l'État. On connaît un problème de 5 minutes, on bouge même 2 minutes encore pour aller plus loin. Une fois que vous faites réforme de l'architecture ministérielle, ou besoin pour redessiner l'appareil administratif de l'État, de le sens que pour le cas au moins adapté avec la vision du changement, la vision du développement du pays. Parce que l'architecture ministérielle qu'on a aujourd'hui date de Duvalier, et pas seulement Duvalier et Duvalier Jean-Claude, non, de Duvalier père. Donc nous devons reconfigurer les ministères et pour nous doter des compétences. Probablement, si le Premier ministre avait aller là, il faut d'abord le ministère de secrétaire général dans chaque ministère pour créer cette autorité pour assurer la permanence des activités administratives de l'État au-delà du ministre et le ministre. Ça demande un travail sérieux et comme tout, nous allons faire une nouvelle constitution, une nouvelle charpente également en termes de prise de décision en un pays, ça demande un travail des technocrates et des gens compétents pour aller de l'avant. Personnellement, moi, favorable parce que nous avons un monde qui pense que depuis des années, on doit refaire l'architecture ministérielle. Vous êtes donc favorable à une réduction ministérielle. Merci infiniment, Guichard Doré, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs de côté. Merci encore. Voilà, c'est avec nous l'ancien conseiller du président Jovenel Moïse, Guichard Doré. Il était notre invité pour commenter l'actualité politique, notamment la demande du Premier ministre Gary Coney de réduire considérablement le nombre des ministères du pays. Merci de votre fidélité à Metro News. La suite des informations. L'organisation féministe dénommée Canary Femmes Éclairées exige que le quota de 30% de femmes soit respecté dans tous les espaces décisionnels. En conférence de presse ce mardi, la coordinatrice nationale de cette structure a déploré le fait que ce chiffre n'ait pas été totalement adopté auparavant. Lignola Octavius exhorte le nouveau Premier ministre Gary Coney à veiller à ce que les femmes soient représentées à tous les niveaux dans les sphères de décision, car c'est un droit reconnu par la Constitution haïtienne. On ne peut pas jamais respecter ici. C'est ça que fait. Nous toujours après rappeler mon yo, nous toujours envoyons pinga, que c'est président, que c'est premier ministre, nous toujours après rappeler pour que quand il faut respecter, c'est pas un cadeau que y a fait non, c'est pas œuvre que y a fait non, son droit que la Constitution ben nous pour nous intégrer à l'administration publique yo. Et c'est ça que fait tout nous dit dans notre télé-presse que nous fait sortir aujourd'hui, nous dit que yon gouvernement, yon société qui pas gagné femme qui dirige là dans beaucoup de garçons, son société sans homme. Donc si on a respecté, nous pas avoir besoin pour nous faire ça, nous t'a automatiquement passer à autre chose parce que à l'heure qu'il est, nous pas seulement chita n'a demander quota, nous paquet de bagages pour nous faire. Donc si moun qui dans tête pays yo, depuis sous quota yo pas respecter, donc bon paquet de travail nous pas faire nous même femmes yo. Donc ça veut dire que moun yo politiciens nous yo pas fait place du tout pour femmes. Et femmes c'est potomite en société. Nous représentons 52% de la population. Donc nous lever voix nous petit Jean Piro pour nous faire connaître que nous tendez li dit la travail avec femmes avec jeunesse yo. Nous prenons note et nous veillons tout à ce que quota 30% li respecté dans tout gouvernement qui va monter là yo, dans changement qui va fait au niveau de mairie yo, dans changement qui va fait au niveau de direction générale yo, de organismes déconcentrés yo, même dans la diplomatie à tout. Sinon n'a continuer parler, sinon n'a continuer défendre droit femme, sinon n'a continuer les enmouer dans oreilles conseil présidentiel qui là, n'a continuer les enmouer dans oreilles premier ministre qui là pour nous dire que quota 30% c'est pour un cadeau que lié, son droit constitution maman loi pays à ben nous et faut que respecter. Autre information dans ce journal, l'Office de la protection du citoyen se dit très préoccupé par le nombre important d'enfants qui constituent l'effectif des groupes armés. Lors d'une activité tenue ce mardi 4 juin, à l'occasion de la Journée internationale des enfants victimes innocentes de violences, Maître Renan Edouville regrette que ce phénomène soit favorisé par l'impunité dont jouissent les gangs. À cette occasion, le conseiller président Emmanuel Vertiller promet que le conseil présidentiel prendra des dispositions pour contrecarrer ce fléau. Je ne dis pas,
C'est vraiment difficile. Et je pense que c'est difficile même pour DGIDS là, pour nous avancer un chiffre exact de nombre de petits monde qui victimes de agressions, de violence dans le pays d'Haïti pendant les dernières années. En pile nan yo, torturé, agressé, violé, tué. Il y a un pile nan yo qui vient orphelin, bien bonheur. Yo perdu maman yo perdu papa yo, parce que machine violence là que yo mettez en branle ou bien que yo te mettez en branle pas épargné yo. Et yon l'autre côté, il y a un pile nan yo qui privé de liberté à venir yo compromettre bandits yo, utiliser yo comme bras, comme ressources humaines, comme complices pour yo faire zak yo. Selon des informations confirmées, crédibles et rapportées par l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, les enfants en Haïti constituent désormais jusqu'à la moitié des effectifs des groupes armés du pays. C'est fort, mais c'est une information. Les enfants sont pris dans un cercle vicieux de souffrance. Ils sont poussés à rejoindre les groupes armés par pur désespoir. Là, je suis en train de citer la directrice générale de l'UNICEF. Notamment en raison de la violence, de la pauvreté et de l'effondrement des systèmes qui devraient les protéger. Cette situation, mes très chers amis, elle est inacceptable, elle est intolérable au regard des instruments internationaux de protection des droits de l'homme, elle est inacceptable, intolérable au regard de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant que nous avions ratifiée en 1994. En tant que conseiller président chargé de trouver des solutions à cette insécurité tenace et de corriger les dysfonctionnements de notre système judiciaire, je m'engage de concert avec le ministre de la Justice et de la Sécurité publique et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire à travailler sans relâche pour y apporter des changements concrets et durables. Nous devons renforcer la protection de nos citoyennes et citoyens, en particulier des plus vulnérables. Cela implique une réforme profonde de nos institutions judiciaires afin qu'elles deviennent des bastions de justice et d'équité. Nous devons également promouvoir un environnement sécuritaire où chaque Haïtienne et Haïtien peut vivre sans peur et où nos enfants peuvent grandir en paix, libres de toute forme de violence. En cette journée de commémoration, renouvelons notre engagement envers la protection de nos enfants et la promotion des droits de tous nos citoyens. Luttons sans relâche pour un avenir meilleur, plus radieux et plus prometteur, où chaque enfant haïtien peut rêver, grandir et s'épanouir en toute sécurité. En météo, les risques sont grands pour qu'Haïti soit frappé par un violent cyclone cette année. Alerte le météorologue Rudy Victor. Selon les modèles utilisés par les agences, au moins 6 cyclones majeurs sont prévus, notamment pour la Caraïbe. Monsieur Victor fait remarquer qu'Haïti est régulièrement frappé par un cyclone majeur après une période d'El Niño fort. Ce fut le cas en 1966, en 1968, en 1998 et 2016, entre autres.
Ce sera le cas également cette année puisque la période d'El Niño fort doit prendre fin vers septembre 2024. Et c'est ça me développe fort, ouais. Et il y a 23 agences qui font prévision. Ouais, la NOAA, il y a des tas d'agences, 23 agences. L'organe des agences fait prévision. En moyenne, il prévoit 11 cyclones sous bassin. Ça veut dire soit Atlantique, dans le golfe du Mexique, dans les Caraïbes, ok? Il y a la formation soit Atlantique Est, là, remonter ou soit Atlantique Nord, là. Mais la moyenne, c'est de 11 cyclones. 11 cyclones. Dans 11 cyclones, on a fait de 6 majeurs. Ça, c'est la moyenne pour 23 agences qui font prévision. Okay? Donc, on nous prend l'information ça pour auditeurs. En 2024, nous avons 23 agences qui font prévision. Okay? Les agences sérieuses. Okay? Toutes prévoient une saison active à hyperactive avec en moyenne formation 11 cyclones. 11 cyclones. OK. Et puis 6 ouragans majeurs dans 11 cyclones. Ça. OK. 11 cyclones dans 6 ouragans 6 majeurs. Ouragans majeurs. C'est une probabilité. Probabilité. Ouais, yeah. C'est la prévision. C'est la prévision. OK. Maintenant, pour répondre à une question que tu as posée qui était intéressante, c'est ce dernier image-là. On va parler à l'avant-dernière image, on va parler de ça. Et pas oublier que je parle de ça, nous pas de El Niño. Nous avons la Niña. En général, la Niña favorise une saison cyclonique active sur l'Atlantique. Mais ça ne veut pas dire que c'est El Niño, par contre, il y a un cyclone. C'est rare. Depuis 1851, nous avons en 87, nous avons Émilie. C'est un cyclone de catégorie 3 qui montait sous Barahona, qui passait sur Haïti. C'était El Niño. Mais c'est tout. L'organe ça, c'est toujours des El Niño, soit faibles, soit qui sont mis en Pacifique là. Soit Pacifique central là. En 63, il y avait Madame Flora. Oui. C'est un freak storm, okay, qui développé en octobre et puis qui passait sur Haïti. Bon, catastrophe. Mais c'est un El Niño faible, très faible, sur le Pacifique central là. Mais là, il y a un El Niño qui est dans le Pacifique est là, avec un cyclone fond bas dans le bassin Caraïbe là, il est pratiquement impossible. L'année dernière, malgré tout record température à battre sur l'Atlantique là, c'était chaud. L'aile chaud comme ça, il a combattre avec El Niño. Il y a plusieurs cyclones vraiment, c'était une saison active, c'est vrai. Mais pour la Caraïbe, il y a une seulement qui était montée sur la République dominicaine, c'était pas un cyclone, c'était une tempête, je crois. C'était pas vraiment quelque chose de spécial. Caraïbe là, généralement protégé par un mur de vent, ça les cisaillements, parce que les El Niño, on a des vents contraires qui souffrent beaucoup plus fort que la normale au-dessus de l'Atlantique, la Caraïbe surtout, jusqu'à une partie de l'Atlantique. Et il coupe tête cyclone. Parce que les cyclones sont un petit bébé, fragile, fort vent pratiquement uniforme sur toute couche atmosphérique. Depuis vent trop fort à un niveau quelconque, chaleur énergie n'a pas focaliser sur telle perturbation, la perte du force rapidement depuis que vent ça l'air c'est qu'à entrer. On a des questions avant de pause là. En fait, nous sommes capables de retourner avec l'autre image après pause là. Même on est intéressé que nous finissons avec ça. Après pause là, on a fait ça. C'est ça. Alors, question de pause là, nous sommes contents de dire que monsieur tellement développé, monsieur météorologue, que vous avez même appétit de possibilités pour désagréger des cyclones déjà formés, permettre que l'avion survole avion de chasse. L'avion de reconnaissance. De reconnaissance. Est-ce que ça livrait? Oui, bien sûr, toujours des vols de reconnaissance. Non. Il y a des vols de reconnaissance, mais au fait de déstabiliser, de désagréger. Oui, il y a eu plusieurs projets. Le projet Storm Fury, il y a l'autre encore, que dans les années 60, à la fin des années 50, pendant les années 60, qui ont essayé vraiment de choisir certaines perturbations pour ensemencer avec du d'argent. Et l'idée, c'était quoi? C'était que un cyclone, c'est des bandes nuageuses ou un noyau central. C'était ensemencer spirale, bonne spirale, ensemencer pour l'orage développer plus là-dedans. Ça fait comme ça. Énergie allant bonne spirale et puis tout fait noyau central là côté qui gagne toute énergie cyclone là. OK? Mais il était dit faut faire les cyclones là ont certaine distance d'écoute parce que si on fait le trop loin, cyclone là va reprendre force. Faut faire une certaine distance d'écoute. Le projet a été abandonné pour plusieurs raisons. Une raison, c'est que il y a certains pays comme Cuba qui disent comme ça, il y a des sécheresses et les États-Unis détournent les cyclones, etc. Mais la principale raison de faire abandonner, c'est parce que je dis que peut-être que c'est une perte d'argent, parce que vous avez remarqué que les cyclones fait ça naturellement. Si vous regardez ça, Iron Replacement Circle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
le cyclone, il y a un yeux, il y a un mur de l'œil, côté il y a plus d'activité l'orage. Il vont naturellement, bonne spirale, ça que je te dit au parlant semencé, bonne spirale, ça naturellement, il a tout fait noir au central cyclone là. Il a tout fait noir au central là. Les comme ça, yeux cyclone vient plus gros, ok, cyclone a perdu un petit force, et puis après ça, à un certain les cycle ça a fini, cyclone reprend force encore, et puis il y a l'autre bonne spirale qui développe encore. Donc naturellement, Allen fait le 4 ou 5 fois. OK? Donc, il n'y a pas jamais connaître si c'est ça au faire. Qui fait le vin augmenter. C'est-à-dire, à l'époque, il a dit qu'il n'y a pas qu'on a assez de cyclone. Bien que Kounian, il a dit qu'il y a assez sous cyclone, puis il a fait ça, etc. Mais, il y a un pile de monde qui était quoi que il n'y a pas de rôle là, parce qu'un cyclone, ça a son rôle dans l'atmosphère. OK? Cyclone a un rôle, échange thermique entre régions polaires et régions tropicales, c'est lui qui assure pour équilibrer la planète là, équilibrer la planète là. Le déficit gain au niveau de température sur la planète là, ça veut dire que les régions tropicales chauffent beaucoup plus, les régions polaires beaucoup moins. Donc, il faut un échange qui fait. Cyclone a un rôle pour porter l'énergie ça monter vers le nord. Pour clore la page nationale de Metro News, Sunrise Airways reprendra ses vols réguliers à destination et en provenance de Port-au-Prince ce mercredi 5 juin. Les autres compagnies aériennes doivent revenir dans le ciel haïtien incessamment. Parallèlement, nous avons appris que la société du rhum Barbancourt, qui a remporté un nouveau prix au concours mondial de spiritueux de San Francisco 2024, a repris du service après plusieurs mois d'inactivité. Nous sommes au terme de ce journal, mais avant de partir, voici l'essentiel de l'information qui a été développée ce mardi. Le Conseil présidentiel de transition et le Premier ministre Gary Coney sont parvenus à un accord sur la répartition des postes ministériels. Ces derniers passeront de 18 à 13. Des flous persistent sur la manière de diriger la période transitoire, alors que certains juristes et politologues affirment que l'accord du 3 avril, publié dans Le Moniteur, devrait être scrupuleusement respecté. D'autres s'attachent à l'application stricte de la Constitution. Ces points ont été évoqués dans ce journal. Et puis en météo, les risques sont grands pour qu'Haïti soit frappé par un violent cyclone cette année. Selon le météorologue Rudy Victor, au moins 6 cyclones majeurs sont prévus, notamment pour la Caraïbe. Voilà ce qui met fin à notre deuxième édition de Metro News pour la semaine. Merci infiniment à chacun de vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain mercredi, mais entre-temps, restez sur Télémétropole. Bonsoir.